Bonsoir et bienvenue à la Bibliothèque des rêves. Ce soir, je vous invite à un voyage à bord de l'Orient Express. On verra un peu plus précisément ce que ça veut dire, Orient Express. Et pendant que vous profitez du luxe de notre voiture, pour vous occuper pendant le voyage, je vais vous raconter l'histoire des chemins de fer en général, et en particulier des trains de luxe, tels que l'Orient Express. On suivra les traces des ingénieurs, des inventeurs, qui ont conçu les premières locomotives, des pionniers qui ont créé les premiers chemins de fer en Europe et en Amérique. On parlera de la conquête du Far West ou de la Sibérie à travers les trains. Et on ira jusqu'à nos jours avec les trains à grande vitesse. Ça va être un long voyage, alors installez-vous confortablement. Merci de suivre et de donner une bonne évaluation à cet épisode, ou à la Bibliothèque des rêves en général, selon le site sur lequel vous écoutez. Ça aide beaucoup à la visibilité du programme. Prenez une respiration profonde, laissez la tension de vos épaules s'échapper. Vous n'en avez pas besoin. Et commençons. L'Orient Express, c'est un nom un peu mythique qui évoque le luxe des trains d'autrefois, l'exotisme et même l'aventure. C'est le cadre d'un des romans les plus célèbres d'Agatha Christie, Le crime de l'Orient Express. Mais qu'est-ce que c'est exactement, l'Orient Express ? C'est une route ferroviaire, un service de transport qui reliait au XIXe et au XXe siècle Paris à Constantinople, ou plutôt à Istanbul, son nom moderne. L'itinéraire a changé plusieurs fois avec le temps, mais au départ, il passait par la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, avec quelques arrêts sur le trajet à Munich, à Vienne ou à Budapest, avant de traverser les Balkans, la Roumanie, la Bulgarie, et d'arriver à destination en Turquie, à Istanbul. À cette époque, c'était de loin la connexion la plus rapide entre l'Europe de l'Ouest et la Turquie, puisqu'évidemment il n'y avait pas encore d'avion, et que voyager en bateau à vapeur prenait plus longtemps. Les trains de l'Orient Express étaient donc très rapides pour l'époque et confortables, du moins pour les passagers fortunés qui pouvaient se permettre de payer l'accès à la première classe. La première classe était véritablement luxueuse, avec des cabines individuelles, une cuisine de haut niveau et beaucoup de services à bord pour les passagers. Et cette façon de voyager a été adoptée au XIXe siècle par l'élite européenne, qui a assuré son succès commercial pendant des décennies. Parce qu'il reliait deux extrémités de l'Europe et traversait beaucoup de frontières, l'Orient Express a reflété au long de son histoire les bouleversements politiques de l'Europe, très nombreux au XIXe et au XXe siècle. Alors on va explorer tout ça. Mais pour commencer, voyons un peu d'où viennent les chemins de fer, qui étaient déjà rentrés dans les mœurs dans les années 1880, quand l'Orient Express a été créé. La deuxième moitié du XIXe siècle et le début du XXe siècle, c'est l'âge d'or des chemins de fer et de la propulsion à vapeur en Europe et en Amérique. Mais l'invention du transport sur rail est plus ancienne que ça. Beaucoup plus ancienne en fait. C'est un peu anecdotique, mais déjà en moins 600 avant Jésus-Christ, il y avait une sorte de route avec des rails en Grèce. Un chemin qui coupait l'isthme de Corinthe
et qui servait pour faire passer des navires. C'était une route pavée avec des rainures de chaque côté, dans lesquelles se plaçaient des roues, et des véhicules qui transportaient des bateaux ou des marchandises étaient tirés par des hommes ou par des animaux. Plus tard, les Romains ont construit quelques routes similaires, avec des rails primitifs, qui étaient une sorte d'intermédiaire entre route et chemin de fer. À l'époque moderne, à partir du XVIe siècle, on voit des rails en bois apparaître, surtout dans les mines où on les utilise pour transporter les minerais dans des wagonnets. Justement, à partir du XVIe siècle, l'Europe commence à connaître un phénomène de croissance économique. Jusque-là, la production de biens par personne était restée assez stable tout au long du Moyen Âge. Il y avait eu une amélioration des infrastructures au fil des siècles, des innovations techniques et une croissance démographique. Mais tout ça a été très lent, avec des à-coups. Et cette croissance n'était pas quelque chose de perceptible à l'échelle d'une vie. Au XVIe siècle, l'Europe n'était pas une région du monde particulièrement riche encore. Il est toujours difficile de faire des estimations précises, mais les spécialistes de l'histoire économique s'accordent sur le fait que la production de richesse par habitant était un peu supérieure à l'époque au Moyen-Orient ou en Chine. À partir du XVIe siècle, ça commence à changer. Pas seulement avec l'exploration du monde par les Européens et leur prise de contrôle du commerce mondial, mais surtout avec l'introduction d'innovations agricoles, minières, industrielles, qui améliorent la productivité, un processus qui est lent et qui accélérera beaucoup plus pendant la révolution industrielle, mais qui s'amorce à cette époque. Et ces chemins de fer miniers en bois sont un des aspects de ce développement de la productivité. Ils étaient tirés par des chevaux ou par les mineurs eux-mêmes et permettaient de faire augmenter sensiblement la production par travailleur. Au milieu du XVIIIe siècle, une révolution technique s'amorce à son tour, celle de l'introduction des premières machines à vapeur. Pendant plusieurs décennies, les machines à vapeur restent fixes. Mais en tirant des câbles, en pompant, en activant des mécanismes, elles font augmenter beaucoup la productivité. Et en particulier dans la production de fer, à la fois pour extraire le minerai et ensuite pour le traiter, pour en faire des barres et des plaques de métal. Cette évolution au XVIIIe siècle est en particulier visible en Grande-Bretagne, qui embrasse plus que tout autre pays ce type d'innovation. Avec l'explosion de la production de fer à un coût plus bas, on commence à remplacer les rails en bois par des rails en fer, en métal. Au départ en couvrant les rails de bois avec des plaques de fer pour les faire durer plus longtemps, et bientôt avec des rails entièrement en fer. À la fin du XVIIIe, ces rails et ces wagons de fer sont beaucoup plus durables, mais aussi plus efficaces. On peut les charger plus, même s'ils restent tirés par des chevaux et des hommes. Au XIXe siècle, on remplacera ces rails de fer par des rails d'acier, grâce aux innovations métallurgiques de la révolution industrielle. Et les rails ne vont plus être limités aux mines ou au transport de marchandises sur courte distance. Ils vont devenir le support des trains quand les premières locomotives vont apparaître au début du XIXe siècle. Il y avait eu des prototypes avant, fin XVIIIe, mais ils étaient beaucoup trop lents et faibles à cause d'une basse pression de vapeur.
ce qui permet de créer enfin une locomotive qui peut avancer par elle-même, en 1802, c'est l'invention de la machine à vapeur à haute pression, par un ingénieur anglais, Richard Trevithick. Mais l'heure des trains à vapeur n'était pas encore arrivée, parce que ces premières locomotives à vapeur avaient encore une puissance assez faible, assez pour tirer des wagonnets à plat, mais pas suffisante pour des wagons de marchandises ou de voyageurs à une vitesse suffisante. Alors, pendant une vingtaine d'années, les locomotives restent cantonnées aux mines et aux fonderies. Le premier train de chemin de fer pour marchandises et voyageurs, proprement dit, est ouvert en 1825 en Angleterre, le Stockton and Darlington Railway. Et il stimule aussitôt beaucoup d'autres projets qui étaient déjà envisagés aux États-Unis et en Europe. En 1829 est inaugurée la première ligne en France. En 1830 aux États-Unis, en 1835 en Belgique et en Allemagne, et ainsi de suite. Donc dans les années 1830, différents pays commencent à se doter d'un réseau, encore très petit, et selon nos critères modernes très lent, à peine plus rapide qu'un cheval au pas. Les premiers voyageurs trouvent cette vitesse quand même vertigineuse, parce que c'est nouveau, et même brièvement on se demandera quel effet la vitesse peut avoir sur le corps humain. On a peur de conséquences imprévues. Mais ce type de peur va vite disparaître, et la vitesse des trains va augmenter de façon énorme au XIXe siècle, grâce au progrès des locomotives en particulier. Plusieurs pays développent une industrie des chemins de fer. Mais pendant la majeure partie du XIXe siècle, c'est l'Angleterre qui reste le plus grand producteur de locomotives, dont beaucoup sont exportés. Les modèles varient, évidemment, mais l'élément central de toute locomotive au XIXe siècle, c'est sa chaudière à vapeur. Ça consiste en une chambre de combustion qu'on alimente en charbon, et au-dessus de cette chambre, un réservoir d'eau, une eau qui chauffe et se transforme en vapeur. Pour être performante, une chaudière nécessite une pression élevée, qui va permettre de transmettre l'énergie à des roues. Donc pour ça, des matériaux résistants et des systèmes efficaces. La chaudière à vapeur au XIXe siècle, c'est un instrument de haute technologie. Et d'ailleurs, ça le reste en partie à notre époque. La vapeur sert encore de mode de transmission de l'énergie pour fabriquer de l'électricité dans les centrales électriques, qu'elles soient à gaz, à fioul ou nucléaire par exemple. Cette vapeur produite dans la chaudière de la locomotive actionne des cylindres, des pistons, qui transmettent l'énergie aux roues. Là encore, c'est plus complexe qu'il n'y paraît, parce qu'assez vite, la vapeur sert à d'autres fonctions secondaires sur les locomotives. La vapeur entraîne un compresseur d'air pour le système de freinage, où elle active une pompe qui réapprovisionne la chaudière en eau. Parce que pendant le fonctionnement, la locomotive expulse de grandes quantités de vapeur, donc il faut un réservoir d'eau à côté du réservoir de charbon. Et les locomotives doivent être régulièrement réapprovisionnées en eau et en charbon. Avec le temps et la concurrence, les locomotives à vapeur deviennent de plus en plus complexes. Elles incluent des systèmes d'évacuation des gaz de combustion. Les systèmes de roulement évoluent, avec des stabilisateurs. Bientôt, les roues sont montées sur des bogies qui peuvent tourner pour suivre les rails, alors que les locomotives deviennent de plus en plus grandes.
on ajoute plus de roues aussi. Parce que pour déplacer une masse d'étrin toujours plus grande, il faut de l'adhérence aux voies pour transmettre la force motrice. Et évidemment, la grande course technique, c'est celle de la puissance. Il faut aller toujours plus vite et tirer toujours plus de charge. Donc de grandes chaudières, et surtout des chaudières à vapeur efficaces, qui maximisent l'extraction d'énergie du charbon. Les premières locomotives à succès commercial, qui sont produites en nombreux exemplaires et qui sont rentables pour leurs fabricants, sont l'œuvre d'un autre ingénieur britannique, George Stephenson. Ce règne de la vapeur prendra bien sûr fin au XXe siècle. Mais il va être long, jusqu'aux années 1930. Donc à partir des années 1830, ces premières lignes ferroviaires, qui sont encore sur courte distance, commencent à transporter des voyageurs. Le premier service ferroviaire moderne pour voyageurs, sur lequel on achète un ticket pour voyager, comme on le faisait déjà à l'époque pour les diligences, dans un train qui a un horaire prédéfini. Ce premier service ouvre entre les villes de Manchester et Liverpool en 1830. À l'époque, Liverpool était un port très prospère, par lequel des matières premières arrivaient, notamment le coton venu d'Amérique ou d'Inde, et d'où des produits finis, manufacturés, sortaient, pour être exportés. Manchester était en train de devenir un centre industriel, manufacturier, en particulier pour le textile. Donc la circulation des marchandises et des personnes entre les deux villes avait un grand potentiel, et elle augmentait vite. Les promoteurs de la ligne, qui croyaient surtout aux marchandises au départ, ont été agréablement surpris par la rentabilité du trafic de passagers. Et le succès de cette ligne a déclenché beaucoup d'autres projets similaires. Dans les années 1830-1840, le succès technique, mais aussi financier des premières lignes, donne le coup d'envoi à un boom ferroviaire qui accompagne et aussi accélère la révolution industrielle et la croissance économique. Parce que l'investissement dans les chemins de fer stimule les mines de charbon et de fer, l'industrie lourde, l'emploi, le commerce. On va le voir, ça devient le nouveau secteur économique qui tire l'activité. Un pays qui incarne bien ce boom des chemins de fer, parce que c'est celui qui va en construire le plus, c'est les États-Unis. Et vous allez voir que ça nous intéresse pour parler de l'Orient Express. La première ligne américaine, qui débute en 1830 aussi, c'est le Baltimore and Ohio Railroad. Et aux États-Unis, entre les années 1830 et 1870, on est en pleine conquête de l'Ouest, et plus généralement, les États-Unis se transforment sous l'effet d'une croissance économique énorme, à laquelle les chemins de fer participent. Mais pas partout de la même manière. En général, les États du Sud des États-Unis vont plutôt développer des chemins de fer assez courts, qui servent surtout à relier les zones de production agricole aux ports pour exporter, notamment pour exporter du coton à destination de l'Europe ou des États du Nord. Ce type de ligne, dédiée à l'exportation, ne crée pas vraiment de réseau. Et d'ailleurs, c'est aussi le genre de chemin de fer que les Européens commencent à construire dans leurs colonies, en Afrique, en Asie, pour transporter les matières premières agricoles ou minières vers des ports et les exporter. À côté de ça, les États-Unis créent aussi, au nord-est et dans le Midwest, un réseau qui relie plutôt les villes entre elles et permet de circuler sur le territoire,
ce qui l'unifie. C'est le même genre de réseau qui sera construit en Grande-Bretagne ou en France, avec aussi un effet de centralisation. Si une ville n'est pas assez importante pour être connectée au réseau ferroviaire, ça peut lui porter tort. Et à l'inverse, pour des capitales comme Londres ou Paris, les chemins de fer renforcent leur pouvoir économique et industriel. Aux États-Unis, ce réseau dans les États du Nord va beaucoup les aider pendant la guerre civile, entre 1861 et 1865. Une époque où les chemins de fer sont déjà rentrés dans les mœurs. Mais les États du Sud n'ont pas, pendant la guerre civile, un réseau sur lequel déplacer leurs troupes ou leurs équipements comparable à celui du Nord. La guerre civile, en tout cas, n'interrompt pas le développement des chemins de fer. Au contraire. Ce développement s'accélère encore après. Et les voies s'étendent vers l'ouest pour connecter ce territoire immense que les États-Unis ont conquis. En plus de la vitesse, pour les voyages est-ouest à l'époque, le train offre aussi une sécurité. Il y a des attaques de train, ça arrive, mais ça reste beaucoup moins risqué que la diligence ou le cheval pour voyager. Le trajet est-ouest prenait toujours quand même plusieurs jours, avec des arrêts réguliers pour faire le plein d'eau et de charbon. Et par conséquent, il apparaît assez vite qu'il faut s'intéresser au confort des passagers, aux conditions dans lesquelles ils voyagent. Très vite, on adopte la séparation des passagers entre classes, en fonction du prix qu'ils sont disposés à payer. Mais ça n'est pas seulement quelque chose d'économique. L'idée qu'on puisse placer dans le même espace exigu des gens socialement très différents, très pauvres et très riches, c'est choquant à l'époque, impensable même. Donc la séparation par classe apparaît assez spontanément. Entre les trains qui continuent à rouler de nuit et à la recherche de confort, les premiers wagons-lits apparaissent rapidement. Des wagons séparés en compartiments, soit individuels quand ils sont vraiment luxueux, sinon pour 4, 6 ou 8 personnes, avec des lits superposés. Et ce marché des wagons-lits va devenir presque aussi important que celui des locomotives. Ça devient un gros morceau de l'industrie ferroviaire de fabriquer ces wagons, et ensuite de les exploiter. Je vous disais que l'inspiration de l'Orient Express venait des États-Unis. C'est parce que c'est un entrepreneur américain, George Pullman, qui est le premier à transformer l'exploitation des wagons-lits en une entreprise florissante. Une entreprise qui ne fabrique pas de trains, mais qui aménage et gère des wagons. Elle gère la propreté, la restauration, les services aux voyageurs. C'est une activité d'hôtel roulant, en fait. La société de Pullman, la Pullman Car Company, va inventer les services de luxe à bord des trains. En 1864, il lance un type de wagon, le Pullman Sleeper, qui sera surnommé le Palace Car, avec des cabines individuelles, inspirées des cabines de navires. C'était la première fois qu'on offrait l'accès à ce type de service à des consommateurs, à des particuliers. Pullman avait des wagons à son standard, correspondant à son service, qui lui appartenait, et les compagnies de train pouvaient accrocher les wagons Pullman à leur train. Pullman les payait pour ça, et les places à bord des wagons Pullman étaient commercialisées. C'était relativement luxueux, mais quand même accessible à la classe moyenne supérieure américaine. Et très vite, le succès commercial est très grand. En 1867, autre innovation, Pullman lance la première voiture-restaurant, avec sa cuisine intégrée, ce qui permet de servir à bord des repas qui rivalisent avec les meilleurs restaurants. Des repas préparés pendant le voyage.
Donc sur les lignes longues, pour des trajets qui durent plus de 24 heures, on prend l'habitude aux États-Unis de voir une section du train faite de voitures Pullman, des wagons qui appartiennent à cette entreprise et sur lesquels on peut voyager dans des conditions de confort incomparables. Mais à l'époque, on ne circule pas entre les wagons d'un train, comme aujourd'hui. Chaque wagon est cloisonné, et pour en changer, il faut attendre l'arrêt du train, descendre et remonter dans un autre. Là encore, Pullman innove. En 1887, il introduit des passerelles et des couloirs entre ces wagons, ce qui permet d'unifier la section Pullman d'un train, définitivement comme un hôtel roulant en longueur, avec ses chambres, les cabines et son restaurant. Tout ça positionné haut de gamme. Pullman a des concurrents, mais il les absorbe les uns après les autres avec leurs brevets, si bien qu'à la fin du XIXe siècle, sa société a tout simplement le monopole des wagons-lits et des wagons-restaurants aux États-Unis. Ce schéma d'organisation économique, avec des monopoles, c'est quelque chose qui avait fini par émerger aux États-Unis, à la fin du XIXe siècle, dans d'autres secteurs bien plus importants que les wagons-lits aussi, dans le pétrole ou le tabac par exemple. Et c'est ça qui conduira à la mise en place d'autorités antitrust pour forcer la scission d'entreprises qui avaient pris le contrôle de tout leur marché. La société de Pullman va survivre longtemps à son fondateur, jusque dans les années 1960, et encore se diversifier au XXe siècle, dans les tramways ou les trolleybus. Mais ce nom, Pullman, est resté associé aux wagons-lits et aux voyages haut de gamme. Pas vraiment du luxe, mais une certaine idée du confort pour la classe moyenne ou la classe moyenne supérieure. Et ça nous ramène à l'Europe. En 1867, alors que Pullman commence à connaître le succès, un jeune ingénieur belge, George Nagelmakers, voyage aux États-Unis et voit les voitures Pullman, qui l'impressionnent beaucoup. À son retour en Europe, il décide d'établir un équivalent, un service comparable à ce que fait Pullman aux États-Unis. Son idée, c'est lui aussi de payer les compagnies de chemin de fer pour accrocher ses propres wagons à leur train et commercialiser le voyage à leur bord. Évidemment, il y a des investissements à faire, puisqu'il faut acquérir des wagons, les transformer ou les construire. Mais c'est beaucoup plus léger que de construire des voies, des gares, d'acheter des locomotives et d'embaucher l'énorme personnel technique pour tout faire fonctionner. Pour les compagnies de chemin de fer, c'est une source de revenus non négligeable, sans rien dépenser de plus, et qui permet d'offrir un service haut de gamme qu'elles ne sont pas capables de fournir, qui n'entre pas dans leur savoir-faire. Et pour les clients, les voyageurs, c'est une option supplémentaire pour voyager, dans un certain luxe s'ils le veulent. Donc tout le monde peut y gagner quelque chose. C'est pour développer ce concept qu'en 1874, il fonde la Compagnie internationale des wagons-lits. Et en 1883, après avoir gagné une certaine expérience, il lance l'Orient Express, cette ligne qui relie Paris à Istanbul, qu'on appelait encore souvent Constantinople en Europe. Ça n'est pas la seule ligne créée par la Compagnie des wagons-lits. Il y en a eu d'autres, comme le Nord Express, qui reliait Paris à Saint-Pétersbourg, et le Sud Express, qui reliait Paris à Lisbonne. Et bien sûr, ces lignes s'arrêtaient dans les capitales ou les villes importantes, Madrid, Berlin, etc.
Donc l'idée était bien sûr aussi de proposer le voyage à des voyageurs qui se déplaçaient sur la ligne. Paris-Madrid, Berlin-Saint-Pétersbourg, etc. Mais de ces différentes lignes créées par la Compagnie des Wagons-Lits, l'Orient Express est resté de loin la plus célèbre. Maintenant, en dehors du confort, un autre service très important qu'offrent les lignes des wagons-lits, c'est la simplification. Dans les années 1870 et 1880, voyager par train d'un bout à l'autre de l'Europe, c'est un casse-tête, parce qu'en plus des contrôles douaniers, il faut changer de train plusieurs fois, acheter des billets à différentes compagnies. Et c'est en plus assez risqué pour les voyageurs qui transportent de l'argent avec eux ou des affaires personnelles de valeur. Le risque de vol est énorme. L'Orient Express et les autres lignes des wagons-lits changent ça. Plus besoin de changer de train, plus besoin de traiter avec différentes compagnies de transport, une plus grande sécurité. Et on tire le meilleur de la rapidité des trains par rapport aux bateaux. Pour des voyageurs qui venaient d'Europe du Nord, aller en Orient, au Moyen-Orient, c'était un long voyage en bateau qui forçait à contourner l'Espagne et qui pouvait représenter 3 fois plus de distance que l'Orient Express, en allant plus lentement. Donc l'aspect pratique était indéniable. Et en plus, la Compagnie des Wagons-Lits rend accessible un niveau de confort et de service qui était jusqu'à présent inconnu pour des voyages à longue distance en train. Le soin apporté au confort, à l'esthétique des wagons, à l'intérieur comme à l'extérieur, au service, à la restauration, c'est quelque chose de très impressionnant à l'époque. Les menus offerts dans la voiture-restaurant comprennent 2 entrées, 3 ou 4 plats différents, un buffet avec des desserts, des vins. On s'habille pour y dîner. Donc c'est une sorte de transfert de ce qui existait dans les premières classes des paquebots transatlantiques, qui sont aussi en plein boom à la même époque, mais dans des trains. À la création de l'Orient Express, il comprend en général 7 voitures, suffisamment parfois pour en faire un train complet. À chaque extrémité de l'Orient Express, il y a une voiture de service pour les bagages et pour stocker tout le nécessaire au service des passagers, aussi pour faire dormir les employés. Donc 2 voitures de service, 4 de cabine, chacune avec entre 13 et 16 lits, et au milieu, un wagon-restaurant. Depuis les cabines, on pouvait accéder à la voiture-restaurant sans trop marcher, puisque comme aux États-Unis, on prend soin de permettre la communication entre les wagons, par des passerelles, même quand le train est en marche. Au total, il pouvait y avoir jusqu'à une 60aine de passagers. L'itinéraire exact de l'Orient Express change plusieurs fois, avec parfois différents itinéraires en service en même temps. Il y avait ce qu'on appelait la route du Nord, à travers le sud de l'Allemagne et l'Autriche, avec des arrêts à Munich et à Vienne avant d'arriver en Bulgarie. Depuis la Bulgarie, le voyage à Istanbul se terminait en ferry. Un autre itinéraire passait par la Serbie, avec un arrêt à Belgrade, avant d'atteindre la Turquie, l'Empire ottoman. Dans les années 1870, l'économie mondiale avait connu un ralentissement assez marqué. Mais à partir des années 1890, la croissance repart, et les années 1890 à 1914, ce qu'on appelle généralement la Belle Époque en France, sont des années de prospérité pour la bourgeoisie, grande et petite. Le nombre d'hommes d'affaires, de diplomates, de touristes, qui désirent ou ont besoin de ce service qu'offre l'Orient Express,
progresse sans cesse. Et son attrait s'accroît aussi avec des voyageurs prestigieux. Les rois de Roumanie, de Bulgarie, de Belgique, où le sultan ottoman utilise l'Orient Express. Et si c'est assez bon pour eux, il n'y a plus de doute pour les classes supérieures européennes qu'elles peuvent également l'utiliser. Donc que ce soit pour rallier Paris à Istanbul, ou sur des tronçons de la ligne simplement, Paris-Munich, Paris-Vienne, Munich-Istanbul, etc., l'Orient Express fait le plein à partir des années 1890. Alors que l'Orient Express est créé, un autre chemin de fer mythique est en construction, le transsibérien. Et pour évoquer l'histoire des chemins de fer, on ne peut pas ne pas en parler un minimum. Au XIXe siècle, la Russie achève son expansion vers l'Est, où elle atteint désormais le Pacifique, et son expansion vers le Sud, en Asie centrale. Dans la région occidentale de la Russie, qui est la plus peuplée, les premiers chemins de fer russes ont été construits, c'est logique, entre les plus grandes villes. Mais pour rejoindre l'Orient, le Pacifique, il n'y a à l'époque qu'une route, et le trajet peut prendre des mois. D'autant plus qu'en hiver, certaines parties ne peuvent être traversées qu'en traîneau. Et au printemps, le dégel rend certaines sections de la route impraticables. Donc à l'époque, on va presque plus vite en bateau, en faisant quasiment le tour du monde. Le projet de relier l'Est à l'Ouest de la Russie, en construisant le plus long chemin de fer du monde, était une idée assez évidente, théoriquement. Et ce projet apparaît au milieu du XIXe siècle. Mais il faudra des décennies pour le concrétiser. La Russie du milieu du XIXe siècle n'a pas la base industrielle ou la richesse en capitaux qui ont permis le boom des chemins de fer en Europe occidentale ou en Amérique. Mais elle commence à rattraper son retard, notamment avec des capitaux étrangers. Après de nombreuses années d'expansion vers l'Est, cette ligne transsibérienne ouvre par segments. Elle va être véritablement achevée en 1916 avec le dernier tronçon. Mais elle commence à produire ses effets avant. Des millions de paysans vont émigrer de la Russie occidentale vers la Sibérie, que le pouvoir russe veut occuper et russifier. Pour la Russie, c'est un symbole de progrès important, cette ligne de train. Et le voyage de Saint-Pétersbourg ou de Moscou jusqu'au Pacifique passe de plusieurs mois à seulement quelques semaines et bientôt quelques jours. En dehors de son importance économique, le transsibérien a une grande importance stratégique, mais pour l'URSS plus que pour la Russie des tsars, puisque, comme vous le savez, la révolution de 1917 met fin à la monarchie et ramène la capitale à Moscou. Surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, le transsibérien permet de transporter des troupes, et en particulier de ramener des bataillons sibériens pour participer à la bataille de Moscou, en 1941, face à la Wehrmacht. Bataille dans laquelle l'URSS sauve sa peau, en repoussant les Allemands après leur avancée très rapide de l'année 1941. La fin de la construction du transsibérien dans les années 1900-1910, une grosse soixantaine d'années après l'ouverture des premières lignes commerciales dans le monde, ça marque aussi, symboliquement, la fin de cette phase de grand essor des chemins de fer. Dans les années 1910, le monde industrialisé, Europe et États-Unis essentiellement, a établi un réseau qui va à peu près partout. Évidemment, ça n'est pas encore le cas dans le reste du monde, dans les colonies européennes, en Chine ou en Amérique du Sud. Pour
Pour en revenir à l'Orient Express, 1914 et le début de la Première Guerre mondiale, c'est un choc énorme pour la ligne, puisqu'évidemment elle doit s'interrompre. Le parcours traverse plusieurs lignes de front. L'Orient Express reprend rapidement après 1918 et il retrouve une bonne part de son lustre. Mais il y a quand même eu des changements irréversibles avec la Première Guerre mondiale. Les économies se redressent rapidement dans les années 1920, mais sans effacer un sentiment de traumatisme. Les stigmates de la guerre sont encore partout, dans les destructions près des lignes de front, mais surtout dans les millions de familles touchées par les décès des soldats. Les tsars ne sont plus là, et il faut maintenant traiter avec le premier régime communiste au monde. L'Empire ottoman et l'Autriche-Hongrie sont démantelés. Des grandes familles de la monarchie européenne ont perdu leur trône. Les Habsbourg en Autriche, les Romanov en Russie, les Hohenzollern en Allemagne. Donc c'est un autre monde qui commence, et seulement une dizaine d'années plus tard, un autre traumatisme arrive à partir de 1929. La grande dépression économique des années 30, avec ses conséquences désastreuses sur le niveau de vie et aussi sur la politique et la géopolitique européenne. Et pourtant, dans l'entre-deux-guerres, l'Orient Express arrive encore à prospérer. Le design intérieur des voitures est modernisé pour s'adapter à l'art déco, avec des lignes plus graphiques. Un style qui nous paraît plutôt rétro aujourd'hui. Mais à la fin des années 20 et dans les années 30, c'est très moderne. L'Orient Express recrute des artisans et des artistes, comme le verrier Lalique, pour moderniser les voitures et tout ce qu'elles contiennent, le mobilier, les sièges, le linge de table, la vaisselle, tout. Dans l'entre-deux-guerres, l'Orient Express est aussi largement utilisé par des célébrités, des personnalités du cinéma ou de la culture en général. Joséphine Baker, Coco Chanel, des scientifiques comme Einstein ou Freud, des personnalités un peu inclassables comme Laurence d'Arabie l'utilisent aussi, ou encore des écrivains comme Ernest Hemingway et Agatha Christie. Agatha Christie qui publie en 1934 un de ses romans les plus célèbres, Le crime de l'Orient Express. Dans ce roman, son personnage principal, Hercule Poirot, est en voyage entre le Moyen-Orient et Londres à bord de l'Orient Express. Le train est bloqué par des chutes de neige et un meurtre est découvert à bord. Alors Hercule Poirot mène l'enquête parmi une galerie de voyageurs qui sont tous suspects. Je vous laisse découvrir l'histoire si vous voulez. Le succès du roman tient à sa trame, qui est particulièrement originale, mais aussi à l'ambiance, le statut du train, qui est déjà très célèbre à l'époque. Ça contribue au succès du roman, et en retour, le crime de l'Orient Express participe au mythe de l'Orient Express. Un autre changement de l'entre-deux-guerres, en 1919, c'est un nouvel itinéraire, qui est aussi celui décrit dans le roman d'Agatha Christie. La route du Nord est abandonnée, et maintenant l'Orient Express passe par la France, ensuite la Suisse, l'Italie, avec des arrêts à Milan et à Venise, avant de couper par les Balkans pour aller vers Istanbul. Notamment, c'est un tunnel ferroviaire entre la Suisse et l'Italie qui permet ce changement. Et au final, malgré les bouleversements de la géopolitique, malgré la crise économique, malgré l'accélération de l'histoire, l'Orient Express vit son apogée dans les années 30, jusqu'à ce qu'une nouvelle fois,
en 1939, la déflagration d'une nouvelle guerre mondiale l'interrompt. Ça n'est pas tant la Deuxième Guerre mondiale qui va sonner l'heure du déclin pour l'Orient Express que l'explosion de l'automobile et de l'aviation commerciale, qui vont aussi rapidement marquer la fin de l'ère des trains à vapeur. Les premières compagnies aériennes commerciales voient le jour dans l'entre-deux-guerres. Les grandes compagnies internationales qui sont encore là, comme American Airlines, United, Air France, British Airways, Lufthansa et quelques autres, sont fondées à cette époque, où les compagnies qui fusionneront pour les former datent de cette époque, des années 20 et 30. Mais le vrai décollage du transport aérien comme secteur économique, c'est les années 1950 et 60, avec des innovations comme les moteurs à réaction ou les cabines pressurisées, qui le rendent beaucoup plus confortable et encore plus rapide. Dans les années 20 déjà, on pouvait voyager en avion. Et c'était très rapide pour l'époque. Mais on faisait des sauts de puce sur de petites distances, et c'était très inconfortable. Déjà, le bruit était assourdissant. On ne pouvait pas se parler dans la cabine pendant le vol. Et ensuite, il pouvait y faire très froid. Ça n'était ni pressurisé ni chauffé. Donc on passait le vol sous des couvertures, et on volait aussi à basse altitude, puisqu'il fallait prendre en compte le besoin d'oxygène, et que le froid limitait la possibilité de monter. Typiquement aujourd'hui, à l'extérieur d'un avion à son altitude de croisière, environ 10 000 mètres, la température est de moins 50 degrés. Sans chauffage, ça serait impossible. Dans les années 50, les progrès des moteurs, des matériaux et de la pressurisation, dont beaucoup ont été accélérés par la guerre, sont généralisés dans l'aviation. Et tout change. L'avion devient confortable, très rapide. Il va là où les trains ne vont pas, en survolant les mers. Et donc l'avion commence à attaquer le règne du train sur les voyages à longue distance. En plus de ça, l'Orient Express est affecté par l'apparition des régimes communistes en Europe de l'Est. Le passage des frontières reste possible, mais la guerre froide s'installe et ça ralentit le trafic avec des contrôles lents et très stricts. Le réseau ferré en Roumanie ou en Bulgarie tombe en plus en décrépitude, donc ça complique le voyage avec des arrêts techniques et des retards de plus en plus nombreux. Tout ça mine l'Orient Express, qui décline à vue d'œil dans les années 60 et interrompt son service historique dans les années 70. Le nom persiste, il existe encore d'ailleurs, mais la compagnie des wagons-lits, qui exploitait encore la ligne, se diversifie dans l'hôtellerie et les agences de voyage, avant d'être rachetée. Ce déclin est d'ailleurs généralisé après la Deuxième Guerre mondiale pour les chemins de fer à longue distance, parce qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec l'avion et la voiture. Le rail reste important pour certaines liaisons, notamment les voyages courts dans les grandes zones urbaines, mais on ne voyage plus en train à longue distance. Les technologies ferroviaires changent aussi. La vapeur disparaît pour être remplacée définitivement par des locomotives diesel avec des moteurs à explosion et ensuite des locomotives électriques, plus rapides et beaucoup plus propres aussi. Donc le ferroviaire continue à changer, mais en général son poids dans les modes de transport décline au long des années 60, 70 et 80, avec quand même des divergences entre les régions du monde. Là où le transport de passagers par train s'effondre complètement, à part pour les trains de banlieue, dans les très grandes métropoles, c'est aux États-Unis.
Le train à longue distance aux États-Unis aujourd'hui, c'est presque uniquement pour les charges très volumineuses, les marchandises brutes. Ce qui est un paradoxe, parce qu'aucun autre pays n'avait embrassé la frénésie des chemins de fer autant que les États-Unis au XIXe siècle. Mais qui s'explique aussi par la taille du pays, avec de très grandes distances entre les principales villes. En Europe, qui a une géographie plus resserrée, avec une densité supérieure, le train résiste mieux. Et à partir des années 80, les trains connaissent une certaine renaissance avec les trains à grande vitesse. Le premier train à grande vitesse moderne, en 1964, c'est celui du Japon, le Tokaido Shinkansen. Mais ce qui est moins connu, c'est que la recherche sur les trains électriques à grande vitesse est beaucoup plus ancienne que ça. C'est une histoire qui commence en 1902, avec les premiers chemins de fer électriques, expérimentaux à l'époque, en Allemagne, alors qu'à l'époque, la vapeur domine encore complètement. Mais dès les années 1900, un prototype qui atteint presque 200 km/h est fabriqué en Allemagne, plus que beaucoup de trains électriques aujourd'hui. Il y a aussi en 1906 un projet très ambitieux de ligne électrique entre New York et Chicago, c'est-à-dire 1200 km, avec des trains qui devaient dépasser les 150 km/h. À l'époque, c'était une vitesse vertigineuse, mais ça ne se fera pas, à part un tout petit segment expérimental. L'électrique n'arrive pas à démarrer encore à cette époque, déjà parce que la production d'électricité est relativement chère encore, mais aussi parce que la vapeur résiste. On continue d'améliorer les locomotives à vapeur et de battre des records de vitesse. Dans les années 30, les meilleures locomotives à vapeur jamais construites atteignent les 150-160 km/h. Le record absolu est établi en 1938 en Grande-Bretagne, à 202 km/h pour une locomotive à vapeur. Dans les années 1950, les locomotives électriques finissent par dépasser ces records de la vapeur. Les premières qui surpassent les 200 km/h sont fabriquées en France. Et le Japon est le premier à exploiter cette vitesse dans une ligne opérationnelle, en lançant le Shinkansen dans les années 60. Après des décennies qui ont vu très peu de construction de nouvelles voies, puisque les réseaux avaient été construits, on recommence à fabriquer des voies à grande vitesse, qui sont différentes pour supporter ces vitesses très élevées, notamment dans les virages qui doivent être très progressifs. La concurrence entre trains à grande vitesse fait encore rage aujourd'hui, entre le Shinkansen japonais, le TGV français, et leurs équivalents allemands et maintenant chinois. Le record de vitesse absolue, qui est tenu par un train à sustentation magnétique, donc qui ne touche pas les voies, ça réduit les frottements, est détenu par un prototype japonais à 603 km/h. Il date de 2015. Le record pour un train en contact avec les voies a été établi par le TGV en 2007, 574 km/h. Donc sur des trajets de taille moyenne, sous forme de lignes à grande vitesse, le train peut continuer de lutter contre l'avion. Par contre, quelque chose qui est sans doute bien fini, c'est l'ère de ces hôtels de luxe sur rail que représentaient les voitures Pullman ou de la Compagnie internationale des wagons-lits. L'Orient Express persiste comme expérience touristique, dans laquelle le train lui-même devient l'objet du voyage en exploitant l'originalité et la nostalgie d'un voyage en train de luxe. Mais l'Orient Express appartient désormais à une ère révolue de l'histoire des chemins de fer. C'est la fin de notre épisode pour ce soir.
Si vous n'avez pas encore sommeil, vous pouvez choisir une autre histoire de la bibliothèque des rêves et partir pour une nouvelle aventure, un nouveau voyage de découverte. Ou alors, vous pouvez garder les yeux fermés, vous laisser aller et vous endormir. Je serai bientôt de retour pour une nouvelle histoire. Et d'ici là, dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.